Внимание, внимание, внимание. Elle, c'est Lise. Elle, c'est Sam. Nous sommes Les transatlantiques. Ici, bienvenue dans notre univers où on va décrypter Les conflits, la géopolitique, les tyrans l'actualité internationale. et toutes les secousses du monde Bienvenue encore. ne seront sérieuses, mais avec de l'humour. Asseyez-vous, mettez vos ceintures, on y va. Bienvenue dans l'épisode 1, assez approprié après les bombardements du pont du Kerch et l'opération Araignée. Nous allons parler dans ce contexte l'élargissement de l'OTAN vers l'Ukraine et la protection de la langue russe et des russophones en Ukraine. Je passe la parole à Sam. Alors tout d'abord, nous allons parler des mensonges de Poutine et essayer de vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Une des problématiques que les Russes n'arrêtent pas de répéter, c'est que l'Ukraine allait rentrer dans l'OTAN et que c'est pour ça qu'ils ont commencé ce qu'ils appellent leur opération militaire spéciale. Mais ceci est un mensonge. Donc, si tu me le permets, je crois que je vais revenir un petit peu sur l'histoire de l'élargissement de l'OTAN. Alors, merci Sam, parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir en quoi c'est une mensonge, ces histoires de l'élargissement des accusations russes. Donc, allez-y. Alors d'abord, les Russes accusent l'OTAN d'avoir promis de ne pas s'élargir vers les pays du pacte de Varsovie et les anciennes républiques de l'URSS. Ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu de promesse. Ni écrit, ni oral? Ni à l'écrit. Alors, à l'oral, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais vraiment revenir sur les choses précises. La question de l'élargissement de l'OTAN, elle s'est posée au moment de la réunification de l'Allemagne. Gorbatchev aurait évoqué avec celui qui était à l'époque le secrétaire d'État américain l'idée que l'Allemagne de l'Est ne fasse pas partie de l'OTAN. Et ce que James Baker a dit à Gorbatchev, c'est qu'il n'y aura pas de troupes de l'OTAN en Allemagne de l'Est. À l'époque, personne ne pensait que l'URSS allait s'effondrer, ni que le reste du pacte de Varsovie allait cesser d'être dans le pacte de Varsovie. Premièrement, les États-Unis n'avaient pas l'autorité de parler ou non de toute l'Alliance. Deux, c'est une chose qui a été écrite dans une lettre envoyée à Gorbatchev, mais c'est une lettre, ce n'est ni un traité, ni un engagement formel, dans un contexte extrêmement précis et restreint qui était la réunification de l'Allemagne. Et Gorbatchev lui-même a dit, avant de mourir, qu'en effet, l'OTAN n'a jamais promis de ne pas s'élargir. Donc, aucune preuve réelle, concrète et juridiquement obligatoire. Absolument. Alors, les Russes disent, ceux qui sont de moins mauvaise foi que les autres, oui, mais c'était sous-entendu que l'OTAN n'allait pas s'élargir. Et ça, je pense qu'on pourra en discuter pendant des décennies. La vérité, c'est que, l'OTAN a tout de suite ouvert ses bras vers la Russie et les autres pays du pacte de Varsovie pour créer ce qu'on appelait le partenariat pour la paix. C'était un concept d'inclure tous les pays de l'ex-URSS et du pacte de Varsovie dans une architecture de sécurité transatlantique, comme nous sommes. Et donc la Russie a été un des premiers pays à rejoindre le partenariat pour la paix. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout d'abord, les pays comme la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, tous ceux qui faisaient partie du pacte de Varsovie, ont dit « Nous, on a un problème. Nous avons fait un nettoyage complet du communisme. Les dirigeants qui étaient au pouvoir ne sont plus au pouvoir, certains sont en prison. La Russie a changé de nom, c'est la Russie, ce n'est plus l'URSS. Mais les mêmes individus qui étaient les grands chefs du Parti communiste, sont encore au pouvoir aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment eu de vrai changement de pouvoir en Russie, et nous n'avons pas confiance en cette Russie. Nous avons besoin d'être protégés contre toute invasion future. Donc on parle, en l'occurrence, d'une décision souveraine de ces pays-là de rejoindre l'OTAN. Alors d'abord, la décision souveraine a été de demander à rejoindre l'OTAN.
Et l'OTAN aurait très bien pu dire non. Mais vu le fait que l'OTAN et la Russie s'entendaient extrêmement bien à l'époque, vu que la Russie elle-même, dans l'acte fondateur du partenariat OTAN-Russie de 1997, a dit « Nous n'avons pas d'objection à ce que l'OTAN garde sa politique de porte ouverte », tout ceci a été fait avec le consensus de la Russie. Et il y a eu même les discussions, des événements pendant lesquels la Russie a dit peut-être que nous, un jour, on pourrait rejoindre l'OTAN. En 2002, il y a eu un sommet OTAN-Russie à Rome, un document signé entre le secrétaire général de l'OTAN et le président russe, qui était Vladimir Poutine à l'époque, dans lequel ils s'engagent à ensemble lutter contre toutes les menaces à la sécurité transatlantique qui existaient à l'époque, y compris la lutte contre le terrorisme. L'OTAN s'est élargie entre 1997 et 2004. En 2004, elle a accueilli 3 républiques ex-soviétiques, les pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Et aujourd'hui, l'OTAN compte 32 membres. Pourquoi est-ce que l'OTAN compte 32 membres ? Parce que les pays voisins de la Russie ont peur. Et ils ont peur, mais on n'a pas parlé, mais quid de la parapluie nucléaire? Parce que j'imagine qu'il y a cette question-là aussi qui s'est posée pour tous ces pays qui, pour le coup, ne sont plus membres de la pacte de Varsovie, mais qui ont une puissance nucléaire à leurs frontières. Alors, par exemple, l'idée du parapluie nucléaire américain est fondamentale à l'idée de l'élargissement de l'OTAN. Prenons par exemple la Pologne. La Pologne, qui était un pays qui accueillait des ogives nucléaires soviétiques à l'époque du pacte de Varsovie. Alors, rien n'a été dit formellement, mais la Pologne a laissé sous-entendre que si elle ne pouvait pas bénéficier du parapluie nucléaire américain au sein de l'OTAN, eh bien peut-être qu'elle envisagerait un jour de développer sa propre dissuasion nucléaire. Et donc, de façon tout à fait informelle, si vous parlez aux personnes qui, à l'époque, faisaient partie des comités de discussion sur l'élargissement de l'OTAN, une des motivations était, eh bien, on va prendre ces pays sous notre protection parce que ça rend le monde plus sûr, parce que ça évite justement la prolifération nucléaire. Donc l'élargissement de l'OTAN aurait contribué dans ce contexte-là à renforcer la sécurité nucléaire sur le continent européen et bien sûr dans le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé à Budapest alors en 2008 ? Alors, le fameux sommet de Budapest. Donc, les pays de l'OTAN, tous les ans, se rencontrent, font des sommets, des grandes déclarations. Parfois, ils mettent à jour certains documents internes. Parfois, ils mettent à jour ce qu'ils appellent leur concept stratégique. Et puis, parfois, ils disent qu'ils vont inviter tel ou tel pays à rejoindre l'OTAN. Depuis la fin des années 90, l'Ukraine et la Géorgie étaient très clairs sur leur volonté un jour de rejoindre l'OTAN. Mais il y avait des problèmes, il fallait réformer leur armée, il fallait avoir un contrôle démocratique sur le ministère de la Défense et sur les forces armées, il fallait éradiquer la corruption, et surtout, il fallait qu'il n'y ait aucun conflit territorial à l'intérieur de ces pays qui pourrait mettre en danger tout l'OTAN. Parce que, comme vous le savez, Lise, l'article 5 de l'OTAN stipule qu'une attaque contre un pays est une attaque contre tous. Donc, si vous faites entrer un pays qui risque d'être attaqué ou qui a un conflit interne, qui risque de faire venir un autre pays, eh bien, vous importez un gros problème pour toute l'Alliance. Donc, l'Alliance est restée extrêmement prudente sur l'idée de s'élargir via l'Ukraine et la Géorgie. Mais ces pays insistaient. En même temps, la Russie, là sous Poutine, et un autre Poutine, un Poutine beaucoup plus belligérant et parano, disait hors de question que l'Ukraine et la Géorgie se joignent à l'OTAN. Mais la Russie n'est pas membre de l'OTAN, n'a aucun veto sur ce que l'OTAN va faire. Donc les pays de l'OTAN étaient dans une situation compliquée. Soit elles regardaient le désir de l'Ukraine et de la Géorgie
en tenant compte uniquement des désirs de ces pays-là et des besoins de l'OTAN, soit ils se disaient, finalement, la Russie a son mot à dire. J'ai travaillé à l'OTAN pendant une grande période, à la fin des années 90, début des années 2000. Je travaillais sur le dossier ukrainien et je me rappelle extrêmement bien de l'attitude des Américains vis-à-vis de l'Ukraine, c'est que nous n'en voulons pas. C'est un facteur d'irritation dans la relation que nous privilégions, qui est la relation avec la Russie. En même temps, d'autres pays, y compris surtout la France et l'Allemagne, étaient aussi très dubitatifs quant à l'utilité que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Et dans les coulisses du sommet de Budapest en 2008, les Américains, en réalité, ne voulaient pas écrire un communiqué final dans lequel ils laissaient l'idée d'une porte ouverte vers l'Ukraine et la Géorgie. Les Français et les Allemands étaient contre, mais en même temps, les Américains se sont dit, si nous refusons l'entrée de l'Ukraine, le monde entier saura que nous avons fini par nous plier au désir des Russes. Donc, ils ont trouvé un compromis. Ils ont dit, nous reconnaissons le désir de ces pays de se rejoindre à l'OTAN, notre porte est ouverte, ça se fera un jour. Donc, ils ont dit assez de choses pour brandir un drapeau rouge devant les Russes, sans offrir la moindre garantie de sécurité à ces pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, la Russie a envahi la Géorgie et les tensions ont commencé à augmenter entre la Russie et l'Ukraine, en commençant par des coupures de gaz dès l'hiver 2008-2009. Et les choses ont dégénéré jusqu'au point où elles sont aujourd'hui. Donc 2008, en quelque sorte, c'est le début de la fin des beaux relations entre les États-Unis et la Russie, et plus généralement entre l'Europe et la Russie aussi, avec cette invasion de la Géorgie. Mais depuis, pourquoi est-ce qu'on sortit fin 2021-2022 ? Alors, ce qui s'est passé fin 2021, fin 2022, nous avons eu donc entre 2014, qui était l'annexion de la Crimée, et 2021, une dégradation lente mais réelle des relations entre l'OTAN et la Russie et entre l'Ukraine et la Russie. Entre l'Ukraine et la Russie, ça se comprend parce qu'il y a eu donc l'annexion de la Crimée, l'invasion du Donbass par ce qu'on appelle les petits hommes verts. Et puis, entre l'OTAN et la Russie, de moins en moins de coopération et de plus en plus de tensions sur les questions géopolitiques en général, la présence des Russes en Syrie, la présence des Russes dans certains pays africains. Et puis surtout, les sanctions occidentales contre les Russes qui étaient insuffisantes pour vraiment dissuader la Russie, mais suffisamment importantes pour que la Russie puisse utiliser ces sanctions comme prétexte pour dire qu'elle souffrait d'une certaine forme de discrimination. Fin 2020, vers septembre 2021, les Américains ont annoncé leur désir de travailler beaucoup plus étroitement avec l'Ukraine pour assurer sa sécurité. L'Ukraine qui avait déjà été amputée d'à peu près 20% de son territoire. C'était plus des paroles que des faits réels. Et c'est vrai que les Américains, les Britanniques, et je pense aussi les Français, avaient des conseillers sur place qui aidaient les Ukrainiens à gérer les tensions montantes sur le flanc est, sur la frontière est de l'Ukraine. Et fin 2021, le président Poutine a publié des traités entre l'OTAN et la Russie et entre les États-Unis et la Russie, des traités dans lesquels il a annoncé la création d'une nouvelle architecture de sécurité transatlantique que les États-Unis et l'OTAN et la Russie devaient signer. Et il a présenté ces traités en disant, voilà, dans ces traités, l'OTAN doit retirer toutes ses troupes et toutes ses infrastructures militaires aux frontières de 97. Et en gros reconnaître la neutralité de l'Ukraine. Mais quand on écrit un traité, normalement c'est quelque chose qui se négocie. Quand deux parties négocient entre elles, l'autre partie, non seulement des compromis, mais l'autre partie sait qu'il y a une négociation qui a lieu. Là, c'est tombé du ciel sur les bureaux des dirigeants de l'OTAN et à la maison ovale, au bureau ovale. Il s'est suivi de ces traités des négociations autour du contenu de ces traités, mais ces négociations n'ont rien donné. Et à l'époque, je travaillais beaucoup avec un think tank britannique. Quand ces traités ont été publiés, on s'est dit c'est une déclaration de guerre. Il va envahir l'Ukraine dans les mois qui viennent.
parce que ces traités proposent des conditions qui sont inacceptables et aux États-Unis et à l'OTAN. Poutine le sait très bien. Il fait tout ça pour faire semblant de négocier. C'est un petit peu ce qu'il fait aujourd'hui. J'allais dire, ça, c'est un miroir de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, la question que tout le monde se pose, et moi j'ai une petite idée de côté américain, mais est-ce que l'Ukraine, donc, avec toutes ces histoires, va rentrer un jour dans l'OTAN? Je ne pense pas, parce que pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, il faudra un consensus. Qui a pas. Et ce consensus n'existe pas. Les Américains ne veulent pas. Les Hongrois ne veulent pas. Je pense que les Allemands ne veulent pas non plus. Et donc, je ne vois pas ça comme possibilité à court ou moyen terme. À long terme, tout peut arriver. Donc, je ne me prononcerai pas pour le long terme. À court, moyen terme, non, je ne vois pas. Mais est-ce qu'un jour, l'OTAN ne va pas se trouver dans une position où ce sont des troupes ukrainiennes qui pourraient la défendre en cas d'attaque russe? Est-ce que c'est pas en quelque sorte ce qui se passe déjà? Parce que c'est à la frontière de l'OTAN. C'est ce qui se passe déjà, en effet. Bon, merci pour ça. Moi, je vous propose de passer à une deuxième question qu'on s'est posée. Et moi, c'est un sujet qui me passionne, notamment grâce à un post de ta part sur cette question de comment on prononce notamment les villes ukrainiennes. Et ces questions, donc, on va dire linguistiques, mais en même temps culturelles. Donc, on va discuter de cette question de est-ce que les Russes veulent que l'Ukraine promette de garantir les droits et la sécurité des russophones en Ukraine, mais est-ce qu'ils sont vraiment persécutés? Alors, ça c'est le deuxième grand mensonge de Poutine. Non, les russophones ne sont pas persécutés en Ukraine. Quand on dit persécutés, on dit interdiction de parler la langue, interdiction de la publier, une interdiction qui est souvent suivie par des sanctions pénales ou même de l'emprisonnement. Il y a une restriction de la langue russe qui a évolué depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, mais je crois que c'est vraiment important de faire un petit retour sur l'histoire, de vraiment comprendre ce qui s'est passé et aussi essayer de comprendre pourquoi la langue ukrainienne est tellement importante pour les Ukrainiens et aussi peut-être parler de certaines normes européennes qui ne sont pas toujours appliquées en Ukraine aujourd'hui, parce qu'il faut aussi être lucide et fair play, même dans une question aussi complexe et douloureuse que celle de la langue russe. Moi, je te propose alors de faire un retour sur l'histoire. Expliquez-nous un peu, à la fois sur l'Empire russe, mais aussi sur l'époque soviétique, toutes ces questions de russification de la langue ukrainienne et ces questions culturelles aujourd'hui. Alors, on ne va pas rentrer dans un débat sur qu'est-ce que c'est qu'une langue, parce que là, ce sont des heures et des heures de débat avec des linguistes. La langue ukrainienne existe depuis plusieurs siècles. Et tout comme la langue russe, qui a été vraiment codifiée à partir du 19e siècle, avec l'apparition de la première littérature en langue russe. Mais du 17e au 19e siècle, sous l'Empire russe, la langue ukrainienne était systématiquement réprimée. C'était une langue qui était considérée comme un dialecte, plutôt une langue pour les paysans. Et en 1720, sous le fameux tsar Pierre Ier, il était interdit d'imprimer des livres en ukrainien et Catherine II, la fameuse grande Catherine, a interdit l'enseignement de la langue ukrainienne. Donc on peut comprendre pourquoi c'est une question très douloureuse pour les Ukrainiens. Et quid de nos camarades soviétiques et cette question? Alors, nos camarades soviétiques, ça a été, il y a eu des balancements, un peu de chaud-froid. Dans les années 1920, donc tout de suite après la Révolution, il y avait ce concept de l'émancipation des peuples. Et donc, la langue ukrainienne était utilisée, et même autorisée, utilisée, même encouragée dans l'éducation et l'administration. À partir des années 30, quand Staline a vraiment commencé à mettre son grappin sur toute l'URSS, c'est bien de plus en plus l'ukrainien était mis de côté et le russe était privilégié.
en 1938, la langue russe était obligatoire. Et en 1958, il n'y avait même plus l'obligation d'enseigner l'ukrainien dans les écoles. C'était vraiment relayé à une langue de seconde catégorie. Et là, la langue russe a vraiment commencé à dominer sur tout le territoire de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui, y compris l'Ukraine occidentale, qui n'a jamais vraiment été russophone. Et puis, en 1989, alors nous sommes en pleine ère de Gorbatchev, nous sommes en pleine libération des peuples de l'URSS. L'ukrainien est devenu la langue officielle de la République soviétique socialiste ukrainienne, donc pas encore indépendante, mais le russe était vraiment dominant. Et donc, 91, l'Ukraine devient indépendante. Et quand on devient indépendant, quand on est en train de créer un pays, on s'accroche un petit peu au symbole de ce que c'est que la nation. Alors, la langue, ce n'est pas tout, mais la langue est quand même un élément constitutif d'une nation. On peut avoir, par exemple, il y a des francophones qui ne sont pas français. Les Belges, les Suisses, les Québécois ne sont pas français. Ils parlent français, mais ils ont d'autres éléments qui constituent leur identité. Mais c'est la langue, je pense à Benedict Anderson avec cette question de comment on construit, enfin l'identité imaginaire, des communautés imaginaires, comme parlait Benedict Anderson. La langue, à travers aussi l'écriture, à travers un certain nombre de facteurs, est quand même très important pour ces peuples. Est-ce qu'il y a eu des lois, par exemple, sur cette question? Oui, et il y a eu tout un tas de lois. Donc, à partir de 1996, la nouvelle constitution de l'Ukraine indépendante a établi l'ukrainien comme seule langue officielle, mais elle a garanti le libre développement de toutes les autres langues qu'on parlait en Ukraine. Donc en Ukraine, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient hongrois, des personnes qui parlaient grec, qui parlaient tatar, qui parlaient yiddish. Voilà. Donc, c'était considéré comme étant des langues minoritaires, mais elles étaient protégées par la loi. Et puis, il faut quand même savoir qu'il y avait une russification très intense dans les médias, dans le cinéma, dans la littérature. Et donc, malgré cet effort pour promulguer la langue ukrainienne, le russe était vraiment dominant. Vous alliez dans des cinémas à Kiev, c'était des films en russe. Vous alliez dans une librairie, eh bien, il y avait pratiquement des livres en russe partout. Vous savez, la France, à un moment donné, elle a dû prendre des mesures pour se protéger contre l'anglais. Parce que dans la musique, il y a une dominance de la langue anglaise, avec toute la musique américaine est anglaise. Eh bien, l'ARCOM a stipulé qu'il fallait un pourcentage de musique, de chansons en langue française. À la télé française, eh bien, s'il y a des films américains, la plupart du temps, ils sont doublés. On a énormément de lois même qui protègent ici les langues. Et ça fait partie très important à la fois juridique et de notre patrimoine, de notre patrimoine culturel. Après, la contrepartie de ça, c'est que vous rencontrez des jeunes Belges ou des jeunes Suisses ou des jeunes Néerlandais. Ils parlent très bien anglais parce qu'ils regardent des films en VO. En France, comme c'est doublé, eh bien, les Français sont connus pour ne pas très bien parler les langues étrangères. Bon, ça, c'est tout notre podcast qu'on C'est un autre podcast. C'est un autre podcast, mais c'est tout ça, c'est pour essayer de comprendre pourquoi les Ukrainiens ont vraiment tenu à mettre en avant la langue ukrainienne. Mais à tel point que vers 2010-2012, il y avait de vraies inquiétudes en Ukraine parce que la langue russe dominait de plus en plus. Il faut aussi quand même reconnaître que Moscou faisait tout pour que cette langue russe continue à dominer. Mais si vous êtes un artiste, un chanteur, un écrivain, vous allez écrire dans une langue qui va vous permettre de vendre le plus et de gagner le plus d'argent. Vous n'êtes pas forcément en train de penser à une question de nationalisme. Et donc, les Ukrainiens, pour vraiment encourager une plus grande utilisation de la langue ukrainienne, ont vraiment commencé à se poser des questions sur le statut de la langue ukrainienne. En 2012, il y a une nouvelle loi sur la langue qui est apparue, qui est la loi sur les principes de la politique linguistique de l'État. Et elle a augmenté le statut de la langue russe en Ukraine. Elle lui a donné le statut de langue régionale. Et donc, elle avait le même statut que l'ukrainien dans des régions où il y avait plus de 10% de la population qui était russophone. Donc, 13 des 27 régions de l'Ukraine ont vraiment commencé à utiliser la langue russe encore plus dans la vie officielle et dans les médias, mais dans la vie officielle et dans les documents officiels. Et là, les nationalistes ukrainiens ont commencé à se réveiller pour dire non, notre langue, c'est déjà compliqué de la faire vivre.
Nos grands-parents ont été emportés dans le goulag, certains ont été fusillés parce qu'ils voulaient utiliser la langue ukrainienne. Nous avons notre pays. Nous ne voulons pas de cette loi qui donne un statut, en tout cas de langue minoritaire utilisable dans la sphère publique, à la langue russe. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On va pas rentrer dans ce débat. En Europe, vous avez un pays comme la Belgique où il y a 2% d'alémanophones. Eh bien, l'Allemagne est une langue officielle. Ça, ceux qui critiquent les lois de la langue actuelle utilisent la Belgique comme exemple et disent que la langue ukrainienne, que les lois sur la langue ukrainienne contredisent les normes européennes. Quelque part, je suis un peu d'accord avec eux. Mais il faut reprendre le contexte ukrainien. La langue ukrainienne a été réprimée à une certaine époque de l'histoire. C'était la prison et ils en ont besoin pour construire leur identité nationale, surtout avec un voisin hostile qui veut faire tout ce qu'il peut pour effacer cette langue. Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis, je pense notamment après 2014 et la révolution Euromaïdan, notamment avec le départ de Yankovic? Est-ce que quelque chose a changé? Oui, alors eh bien, il y a eu un durcissement. Il y a un durcissement de la politique linguistique en faveur de la langue ukrainienne. En 2014, donc après le Maïdan, eh bien, le Parlement a voté pour annuler la langue de 2012, la loi de 2012. En 2018, la Cour constitutionnelle a même dit que la loi de 2012, donc qui donnait le statut de langue régionale égale à l'ukrainien dans certaines régions, était anticonstitutionnelle. Et en 2017, il y a eu la loi sur l'éducation qui a restreint l'usage du russe comme langue d'enseignement et qui a imposé l'ukrainien à tous les niveaux, à l'exception de certaines matières enseignées dans les langues européennes ou l'anglais. Et le russe, en fait, est devenu une langue étrangère comme une autre dans l'éducation. Et là encore, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ont critiqué cette mesure en disant qu'elle limitait les droits à l'éducation des russophones. C'est vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est compliqué pour les russophones de s'éduquer en langue russe. Après, s'ils veulent vraiment le faire, ils peuvent aller étudier en Russie. Dans un pays qui est en train de lutter pour que sa langue continue à exister, on peut comprendre que les Ukrainiens se soient sentis obligés de prendre des mesures fortes pour protéger leur langue. Moi, j'ai une question quand même. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Moi, je pense à des pays baltes ou d'autres pays qui ont une minorité. Enfin, je pense à la Lituanie, à l'Estonie, à la Lettonie, qui ont pour certains pays presque 30% de minorités russophones. Est-ce qu'il y a des lois similaires? Est-ce qu'il y a des comparaisons dans le cadre de l'Union européenne qui pourraient nous donner une idée? Alors oui, on peut prendre les pays baltes qui sont très très sévères avec l'utilisation de la langue russe aussi. Par exemple, pour avoir la citoyenneté estonienne, lettonne ou lituanienne, eh bien aujourd'hui, il faut passer un examen de langue. Si vous êtes russophone et vous ne parlez pas estonien à un niveau, c'est un niveau B2 voire C1. C'est vraiment considéré comme étant des examens de langue parmi les plus sévères du monde pour pouvoir être citoyen. La langue officielle de ces pays, c'est l'estonien, le letton ou le lituanien. Mais dans presque tous les documents officiels que vous recevez dans les communications du gouvernement, c'est souvent en 3 langues, estonien, russe et anglais. En Ukraine, à ma connaissance, c'est que l'ukrainien qui est utilisé dans toutes les communications officielles aujourd'hui. Donc pas de russe, mais pas aussi les autres langues régionales. Je pense au biélorusse ou même, si je ne me trompe pas, au yiddish, qui est encore, pour une toute petite minorité, encore utilisé en Ukraine. Non, pour le moment, tout est en ukrainien en Ukraine. En 2019, la loi a encore été plus durcie avec, par exemple, en imposant 90% de contenu en ukrainien à la télévision, 50% dans la presse écrite. Donc oui, il y a un durcissement progressif des lois sur la langue qui s'est encore durci plus depuis l'invasion russe de 2022. Et aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des livres en russe en Ukraine. La musique de citoyens russes qui n'ont pas déclaré qu'ils étaient contre la guerre est plus ou moins interdite en Ukraine. Et vous ne trouverez pas beaucoup, mais vous trouverez encore des chaînes, des programmes en russe à la télé. Mais oui, il y a une discrimination aujourd'hui contre la langue russe en Ukraine pour imposer l'ukrainien. Mais c'est loin,
très loin d'être une persécution des russophones. À en croire ce que disent les Russes, si vous parlez russe, on vous fusille dans la rue, on vous met en prison. Non, ce n'est pas le cas. Je vais souvent en Ukraine, je continue à parler russe avec mes interlocuteurs ukrainiens parce que je ne parle pas ukrainien. Ce sont des langues qui sont différentes. C'est un peu la même différence qu'il y a entre l'italien et le français. Donc, si vous êtes bon en langue, vous allez très facilement apprendre une ou autre langue, mais ce ne sont pas les mêmes langues. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a, on va dire, une géographie linguistique? Est-ce qu'il y a des endroits où ils parlent plus ukrainien, d'autres plus russe? Est-ce que c'est plus rural, urbain? Dites-moi. Alors oui, absolument. Alors, à l'est du pays, dans le Donbass, c'est les régions qui sont contestées aujourd'hui. C'est clairement le russe qui domine. Mais c'est pas parce qu'une personne parle russe qu'elle est pro-russe. Je connais des Ukrainiens qui sont ethniquement russes, qui ont fait le choix dans les années 90 d'adopter la citoyenneté ukrainienne, qui parlent moyennement bien ukrainien, qui continuent à parler en russe entre eux et qui sont des fervents défendeurs de l'indépendance de l'Ukraine. Aujourd'hui, beaucoup de ces russophones font des efforts considérables pour apprendre l'ukrainien, efforts qu'ils n'auraient sans doute jamais fait si Poutine n'avait pas envahi. Poutine a donné le plus grand boost au développement de la langue ukrainienne de tous les temps. Sans l'invasion de la Russie, sans l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on aurait pu s'attendre à ce que le pays reste 50-50 russophone, ukrainophone. Aujourd'hui, tous les Ukrainiens font des efforts pour apprendre la langue ukrainienne. Et l'ouest du pays est très clairement ukrainophone. Alors il y a au sud-ouest des endroits où on parle hongrois. Il y a dans la région occidentale et même du nord-ouest où on parle polonais, biélorusse, yiddish. Dans les grandes villes à l'ouest, c'est maintenant l'ukrainien qui domine. Et à l'est, Kiev, de plus en plus de gens parlent ukrainien. Plus à l'est, le russe et l'ukrainien coexistent. Mais l'ukrainien est en train de prendre le dessus parce que c'est un choix. Moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est une bonne mise en perspective de ces controverses, de ces accusations de Poutine. C'est une question qui est en fait relativement compliquée, je trouve, personnellement, parce que je suis toujours pour l'utilisation du plus de langues possible. Si on s'en prend strictement les normes européennes, le russe aurait sa place de langue minoritaire utilisable dans le domaine public en Ukraine. Mais on ne peut pas prendre les choses dans un vide. Non, c'est très lié à la souveraineté aujourd'hui. Moi, je pense aux pays baltes, à des gens que je connais là-bas, dont les parents ou les grands-parents étaient déportés en Russie. Donc, ils restent russophones, mais profondément lettons, par exemple, pas du tout pro-russe, mais parce que l'histoire fait partie du contexte. Mais aujourd'hui, ils vivent dans des pays souverains au sein de l'Union européenne. Donc, la question se pose plus sur le bilinguisme, parce qu'ils habitent dans un pays libre qui n'est pas, en tout cas pour le moment, attaqué par la Russie. Voilà. Donc, pour que les russophones puissent avoir plus de droits sur la langue russe en Ukraine, il faudra attendre la fin de la guerre et peut-être même l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Si ils sont intégrés dans l'Union européenne, on imagine qu'ils vont s'aligner sur nos lois et nos pratiques. Alors, ils ont déjà modifié certaines lois sur les langues minoritaires pour se rapprocher plus des normes européennes, en excluant le russe. Mais là encore, on peut les comprendre dans la situation actuelle. Vous n'avez pas vraiment envie d'encourager la langue de celui qui vous bombarde et qui veut nier votre identité nationale. Ça nous rappelle que ces conflits, ces problèmes sont aussi le fruit de l'histoire et sont aussi un processus qui n'est pas encore terminé. Et comme disait George Orwell, celui qui change le passé change l'avenir aussi. C'était un épisode des Transatlantiques, un podcast original d'Elisabeth Shepard-Selam et Samantha de Bendern. Suivez-nous sur votre application podcast préférée, comme ça nous pourrons continuer à vous apporter nos éclairages, un peu d'humour et surtout un peu d'espoir dans un monde tourmenté.
Au revoir.